une fois qu'elles ont explosé. Les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie, mais certaines étoiles ont en quelque sorte survécu à la grande explosion des supernovas. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement consumée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, lequel était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale n'était peut-être pas assez puissante pour détruire l'étoile, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Une autre de ces étoiles zombies est une ancienne naine blanche ou un résidu d'explosion qui a englouti tellement de matière d'une autre étoile qu'étonnamment, elle a explosé de nouveau. Si tu vas sur la Lune un jour et que tu vois des empreintes fraîches, cela ne signifie pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou autres marques similaires peuvent y rester 1 million d'années, car la Lune n'a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas de vent qui pourrait lentement effacer ces empreintes. Dans l'espace, tu serais assez fort pour souder 2 pièces de métal ensemble avec tes propres mains. Ok, ça n'a rien à voir avec la force. Tu aurais juste à les presser ensemble et c'est tout. L'oxygène de notre atmosphère forme une fine couche à la surface du métal qui agit comme une barrière. C'est pourquoi ce tour de force, impossible sur Terre, est parfaitement plausible dans l'espace. D'ailleurs, si tu y vas un jour, n'enlève pas ta combinaison hors du vaisseau spatial. L'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène se trouvant dans tout ton corps, et tu gonflerais comme un ballon. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour t'empêcher d'exploser. Maigre consolation. Si tu regardes un film émouvant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour de tes globes oculaires, tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide à la surface de ton corps s'évaporera, y compris la salive sur ta langue. En parlant de brûler, on ne peut pas faire de feu dans l'espace car il se nourrit d'oxygène et comme il n'y en a pas dans l'espace, si un incendie se déclare dans une navette, il suffit de couper le système de ventilation. Cela deviendrait plus compliqué si de la fumée se produisait et que certains matériaux fondaient dans des conditions de gravité réduites. Les extincteurs à mousse ordinaires que nous utilisons sur Terre sont d'ailleurs inutiles ici, car ils libèrent de la mousse de manière disparate. Des chercheurs sont en train de mettre au point un extincteur qui éteindrait les incendies en utilisant des ondes sonores. Plus l'intensité du son est élevée, plus il peut éteindre de grandes flammes, mais les astronautes risquent de devenir sourds si la fréquence est trop élevée. Un trou noir n'est pas un monstre affamé qui se balade et à la gravité duquel rien ne peut échapper. Lorsqu'une chose s'approche du point de non-retour, que nous appelons aussi l'horizon des événements, elle disparaît sans jamais revenir en arrière. Mais selon la physique quantique, rien ne peut véritablement être réduit à néant. Il s'agit donc d'un paradoxe. C'est Stephen Hawking qui a pensé que les trous noirs n'avaient pas vraiment d'horizon des événements. Peut-être ont-ils des horizons apparents qui emprisonnent les choses pendant un certain temps et que l'énergie piégée finit par s'échapper sous une forme différente. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme un spaghetti. Cela se produit parce que la forme gravitationnelle tente d'étirer un objet dans une direction tout en le comprimant dans une autre. Autre paradoxe. D'ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une énorme montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée qui s'appelle Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Plus de 23 000 débris spatiaux plus gros qu'une balle de baseball flottent au-dessus de notre planète en se déplaçant à plus de 28 000 km/h. Et il y en a environ 500 000 qui ont la taille d'une bille. Les déchets spatiaux sont généralement des débris composés de particules naturelles appelées météoroïdes et de particules artificielles, comme celles que nous fabriquons sur Terre. Les météoroïdes tournent en orbite autour du Soleil, alors que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de la Terre. Nous avons lancé environ 9000 engins spatiaux de par le monde, satellites ou fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial avec des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles. Les corps célestes sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible.
Elle pourrait constituer 25% de l'univers. L'énergie noire constitue le reste des 70% de l'univers. Les scientifiques ne savent pas grand-chose à son sujet, mais ils pensent que l'énergie noire pourrait être à l'origine de l'expansion croissante de l'univers, tandis que la matière noire la ralentit. La matière noire n'interagit ni avec nous, ni avec elle-même. Si c'était le cas, nous trouverions des galaxies de matière noire, des planètes de matière noire ou d'autres objets de ce type. Les astronomes ont trouvé par hasard le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. Il s'agit du vide géant qui s'étend sur 1 milliard d'années-lumière. L'un des membres de l'équipe s'ennuyait et a voulu voir comment les choses se passaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique ou FDC. C'est une faible lueur qui tombe sur notre planète depuis différentes directions et qui remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années, comme la rémanence qui s'est produite après le Big Bang. Mais au lieu du FDC, ils ont réalisé qu'il y avait une zone immense, beaucoup plus froide que ce à quoi ils s'attendaient. L'équipe a tenté de chercher des signaux radio, mais en vain. Cela signifie qu'il n'y a ni galaxie, ni amas cosmique, et à cause de ce froid, il n'y a pas non plus de matière noire ni de matière tout court. Donc le vide géant est juste vide, et les chercheurs pensent qu'il pourrait être constitué d'énergie noire. La lumière peut tout de même le traverser, et ce n'est pas la seule zone vide de l'espace, mais c'est la plus grande connue. La zone autour d'une étoile est habitable lorsqu'elle n'est ni trop froide ni trop chaude pour trouver de l'eau liquide sur les planètes environnantes. Imaginons que notre planète se trouve là où est Pluton. Étant trop loin du Soleil, nos océans et notre atmosphère seraient gelés. Mais si la Terre était à la place de Mercure, nous serions trop proches du Soleil et l'eau de notre planète s'évaporerait. Une telle zone habitable est appelée la zone boucle d'or. C'est là où se trouvent les planètes potentiellement capables d'héberger la vie à leur surface. Mais Europe, une des lunes de Jupiter, brise cette règle. Elle est en dehors de la zone habitable, mais elle est quand même suffisamment chaude. Pas directement grâce au Soleil, mais grâce à Jupiter et ses lunes qui pompent leur énergie en direction d'Europe. Cette dernière change de forme quand elle tourne autour de Jupiter, un peu comme les marées qui montent et descendent sur notre planète. L'eau sur Terre change de forme en réponse à la force de marée lunaire. Quand cela se produit avec un objet solide, cela crée une tension chez ce dernier, pompant ainsi de l'énergie vers lui. C'est comme jouer au tennis. À chaque fois que tu frappes la balle, elle se déforme et s'échauffe. La surface d'Europe est gelée, mais il y a des fissures dans la glace. On peut voir des crêtes dans cette glace, là où il y a des fissures. Ensuite, ces morceaux de glace se déplacent et gèlent de nouveau. Tu verrais une chose similaire si tu pouvais survoler l'océan Arctique en hiver. D'immenses couches de glace se brisent et regèlent constamment. Donc, Europe ne peut pas être complètement gelée. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide sous sa surface glacée. Europe n'est d'ailleurs pas la seule lune concernée. Une autre lune de Jupiter, Io, est également chaude à cause de cette même force, mais elle contient également des volcans qui sont constamment en éruption. Le Soleil n'est donc pas le seul à réchauffer les corps spatiaux et à leur fournir de l'énergie. De nombreux experts s'accordent à dire que l'univers pourrait toucher à sa fin d'ici 3 à 22 milliards d'années. Il est en expansion constante, ce qui signifie qu'il s'est formé à partir d'un état compact. S'il a un début, il aura probablement aussi une fin. Une théorie populaire affirme que son expansion va ralentir et que la gravité reprendra le dessus et le fera rétrécir, menant tout au chaos le plus complet. Galaxies, étoiles, planètes et corps célestes entreront en collision et se détruiront les uns les autres. C'est comme un Big Bang inversé, sauf que cette fois, tout sera comprimé. Eh bien, sur cette note joyeuse, je vous souhaite à tous de voir la vie du côté le plus sympa. La chaleur du soleil est sous nos pieds.
Les scientifiques ont découvert que le noyau de la Terre est en réalité aussi chaud que la surface du Soleil, environ 6000 degrés Celsius. L'une des raisons pour lesquelles il fait si chaud là-dessous est que la Terre perd encore de la chaleur datant de sa création, il y a des milliards d'années. De plus, lorsqu'un objet aussi gros que Mars a percuté la jeune Terre, il a non seulement créé la Lune, selon une théorie, mais il a aussi fait fondre la surface de la planète. Une grande partie de cette chaleur supplémentaire est probablement encore stockée à l'intérieur du noyau. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est plus difficile pour nous d'accéder au noyau de la planète que de sonder la surface de Pluton. En fait, il y a de fortes chances que nous ne développions jamais une technologie qui nous permette d'atteindre physiquement le noyau. Il n'y a pas d'air sur la Lune. Mais alors, comment peut-il y avoir de la rouille ? Des scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune, qui est une sorte de rouille. Un instrument de recherche spécial de la NASA a examiné la lumière réfléchie par la surface de la Lune. Il s'est avéré que la composition des pôles de notre satellite naturel était très différente du reste de la Lune. La surface est parsemée de roches riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut pas apparaître. Les vents solaires ajoutent au mystère. Ils bombardent la Lune d'hydrogène. Or, l'hydrogène rend la formation d'hématite beaucoup plus difficile. Même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle a toujours des traces d'oxygène. Sa source est la haute atmosphère de notre planète. La Terre protège aussi la Lune de presque 100% des vents solaires, mais pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est complètement sec, il pourrait y avoir de la glace d'eau dans les cratères ombragés de sa face cachée. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés, et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de Mars déchireront Phobos et cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de la planète. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Au centre de la Terre, le noyau occupe 15% du volume de la planète. Il se compose de 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau interne est une boule solide composée de fer et de nickel. Son rayon est de 1220 km, ce qui représente 20% du rayon de la Terre entière et 80% du rayon de la Lune. Le noyau externe, d'une épaisseur de 2400 km, est liquide. Il est aussi composé de fer et de nickel, mais il n'est pas assez sous pression pour être solide. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire. Bien que de nos jours tout semble calme sur Mars, dans le passé, une sorte de force a provoqué la formation et l'éruption d'énormes volcans. L'un de ces volcans est Olympus Mons. Il mesure 26 km de haut, soit 3 fois la hauteur de l'Everest, et 600 km de large, soit la taille de l'Arizona. Le volcan a atteint une telle taille à cause de la faible gravité sur Mars et de l'absence de mouvement des plaques tectoniques. La gravité n'est pas la même partout. Les roches, métaux et autres minéraux et substances qui composent la planète sont plus serrés dans le sol à certains endroits qu'à d'autres. Cela a des conséquences surprenantes. La gravité varie légèrement selon l'endroit où tu te trouves. Tu pèses 0,5% de moins à l'équateur qu'au pôle. Dans la plupart des cas, cela représente une différence de moins d'1 kilo. L'altitude à laquelle tu te trouves a aussi un effet. Donc si tu étais au sommet du mont Everest, tu pèserais aussi légèrement moins. L'être vivant le plus résistant de la Terre est si petit que tu ne peux pas le voir. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont de mignonnes petites créatures avec 8 pattes et des têtes écrasées qui font moins d'1 centième de centimètre. Malgré leur taille microscopique, ils peuvent survivre pratiquement partout. Ils préfèrent les morceaux de mousse humide ou le fond des lacs, mais ils ne se plaindront pas si tu les places dans un endroit vraiment inconfortable. Ils peuvent supporter un froid extrême et une chaleur incroyable, et survivre à une pression énorme et à des radiations élevées. Certains de ces oursons ont même réussi à survivre sans protection dans l'espace pendant 10 jours. Ils gèrent tout cela en se roulant en boule et en hibernant, ce qui réduit leurs besoins en oxygène et en nourriture. La gravité de la Lune est environ 17% de celle de la Terre. Si tu pesais 91 kg sur notre planète, ton poids lunaire passerait à seulement 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu peux porter sur Terre.
Il serait aussi plus facile de marcher sur la surface de la Lune. Mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, à l'intérieur d'une combinaison spatiale lourde, s'enfonceraient dans le sol lunaire jusqu'à 15 cm de profondeur. Mais imaginons que tu décides d'éviter le processus fastidieux de la marche en sautant dans les airs. Tu perdrais alors probablement le contrôle de tes sauts en un rien de temps. De plus, la surface de la Lune est jonchée de profonds cratères. Les éviter tous serait un exploit. Tu peux voir les éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 50 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil à cause de son orbite changeante. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûte la somme faramineuse de 12 millions de dollars, dont 70% sont consacrés aux modules de commande et aux sacs à dos. Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ses cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces 3 formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle, ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours, ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète.
Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune, qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre.
La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile.